La nuit est lourde au-dessus de l'Orient. Dans une salle des fêtes surchauffée, les affiches se décollent des murs, des doigts crispés s'agrippent à des verres en plastique et tous les regards convergent vers un seul point. Un petit poste de télévision posé sur une table branlante. Dans quelques minutes, un chiffre va tomber, un seul, et décider si un fils d'ouvrier breton entre ou non dans l'Assemblée nationale française. En face de lui, quelque part dans une autre permanence électorale, son adversaire, le député sortant, sourit déjà. Depuis des années, la droite règne sur ce coin de Bretagne comme sur un fief bien gardé. On dit qu'ici, rien ne change vraiment. On dit que l'Orient ne se laisse pas voler facilement. Et pourtant, cette nuit-là de 1978, tout peut basculer. Jean-Yves Le Drian regarde l'horloge accrochée au mur, 19h58. Dans 2 minutes, les premiers résultats partiels, 2 minutes pour se demander comment en est-il arrivé là, lui, le gamin des ruines d'après-guerre, à défier un des bastions les plus solides de la droite française? 2 minutes pour mesurer le chemin parcouru depuis les rues éventrées de l'Orient jusqu'au bord du pouvoir national. Pour comprendre ce moment suspendu, il faut revenir en arrière, bien en arrière, à une autre nuit, encore plus noire, celle qui a recouvert l'Orient à la fin de la Seconde Guerre mondiale. En 1947, l'Orient est une ville à moitié fantôme. Pendant des années, les bombes alliées se sont abattues sur ce port militaire où les sous-marins allemands trouvaient refuge. Plus de 90% de la ville ont été détruits. Les photos de l'époque montrent un décor presque irréel. Des façades béantes, des rues qui ne sont plus que des coulées de gravats, des silhouettes qui avancent au milieu des ruines comme dans un film en noir et blanc trop contrasté. C'est dans ce paysage fracassé, entre poussière de béton et odeur d'algues, qu'un enfant va naître le 30 juin 1947. On le prénomme Jean-Yves. Son père travaille à l'Arsenal, comme tant d'hommes du coin. Un travail dur, bruyant, rythmé par le fracas du métal et le sifflet strident qui marque les changements d'équipe. Sa mère, attentive, discrète, tient la maison comme un navire fragile qu'il faut empêcher de chavirer. Le petit Jean-Yves grandit avec ce double horizon, les grues des chantiers navals au loin et la table de cuisine où se discute. Le soir, les salaires, les grèves, les fins de mois difficiles, mais aussi la dignité de ne jamais renoncer. La Bretagne d'alors n'a rien de carte postale. Le ciel est bas, la pluie fréquente, et la pauvreté n'a pas encore appris à se cacher. Mais paradoxalement, c'est aussi une terre de fierté. On y parle encore breton au marché, on y chante des complaintes anciennes, et l'on garde en mémoire que, pendant la guerre, certains ont résisté, parfois au prix de leur vie. Jean-Yves, enfant, observe en silence, il voit les cicatrices de la ville, comme d'autres regardent des monuments. Il voit les anciens qui boitent, les façades reconstruites trop vite, les immeubles modernes plantés sur les ruines, et, surtout, il comprend très tôt une chose simple. Rien de ce qui l'entoure n'est immuable. Une ville entière a été rasée puis reconstruite. Alors pourquoi pas le reste? Pourquoi pas la politique? Ces hommes en costume qui passent parfois en voiture noire devant la place de l'église sans jamais s'arrêter. À l'école, il n'est pas le plus bruyant, ni le plus dissipé, il est de ceux qui écoutent, qui retiennent, qui observent les réactions des autres. Les instituteurs remarquent ce regard sérieux, parfois trop grave pour son âge. Il lit beaucoup l'histoire, surtout les grandes batailles, les révolutions, les destins brisés ou flamboyants. Dans ses livres, il devine que le monde ne se résume pas à l'Orient, ni même à la Bretagne, mais il sent aussi que l'on peut changer les choses sans quitter sa terre. Dans la France des années 1950, la politique est partout, sans qu'on en parle vraiment. On croise des anciens résistants et des anciens collaborateurs sur la même place. On écoute à la radio les discours de Paris, sans toujours tout comprendre, mais on sait que là-haut, quelqu'un décide. Quelqu'un qui ne vient jamais voir comment on vit ici, au bout de la carte. Cette distance, cette fracture silencieuse entre Paris et la Bretagne, s'imprime dans la mémoire du jeune Jean-Yves comme une injustice sourde. Adolescent, il découvre un autre univers, celui des lycées en pleine mutation. La société française se tend, s'agite, on parle de plus en plus du rôle de la jeunesse. On commence à remettre en question l'autorité, l'ordre établi, les vérités qu'on ne discutait pas. Lui, pourtant, ne se rêve ni en révolutionnaire romantique, ni en chef de bande. Son terrain de jeu, ce sont les idées. Au lycée, un professeur d'histoire particulièrement passionné joue un rôle clé.
Il explique la Révolution française comme un thriller politique, détaille les jeux d'alliance, les trahisons, les basculements brutaux. Un jour, il lance à sa classe « L'histoire, ce n'est pas ce qui est écrit dans les livres, c'est ce que certains décident pour les autres ». Cette phrase, lancée presque en l'air, reste plantée dans l'esprit de Jean-Yves. Si l'histoire est ce que certains décident, alors qui décide pour la Bretagne? Pour l'Orient? Pour les fils d'ouvriers comme lui? Quand vient l'heure des choix, il ne s'éloigne pas de ce qui le fascine. Il part étudier l'histoire à Rennes, et Rennes, la grande ville universitaire, la capitale régionale, semble déjà immense au jeune homme de l'Orient. Les rues sont plus larges, les cafés plus nombreux, les débats plus vifs. Nous sommes au milieu des années 1960, à l'orée d'une décennie qui va faire exploser les certitudes. À l'université, Jean-Yves découvre un monde où les mots deviennent des armes. Séminaires, réunions, tracts, assemblées générales. La guerre d'Algérie est passée, mais ses fractures sont encore visibles dans les conversations. La France gaulienne se veut forte, stable, moderne. Pourtant, sous la surface, tout bouillonne. Dans ce bouillonnement, les chapelles politiques se multiplient. Il y a les communistes, organisés, disciplinés, sûrs de leur doctrine. Il y a les gaullistes, persuadés d'incarner l'État. Et puis, il y a cette nébuleuse de chrétiens de gauche, de socialistes, de militants, qui cherchent une autre voie. Jean-Yves, fils d'une Bretagne profondément marquée par le catholicisme, est naturellement attiré par cette dernière famille. On y parle de justice sociale sans renier la culture dont il vient. C'est là que le conflit central de sa vie politique commence à prendre forme. Le choc entre deux visions de la France. D'un côté, ceux qui considèrent la Bretagne comme une périphérie qu'il faut administrer. De l'autre, ceux qui la voient comme une force à part entière, une région capable d'inventer son avenir. En filigrane, se dessine déjà la figure de son futur adversaire permanent. La droite bretonne, enracinée, sûre de sa légitimité, qui tient les mairies, les conseils généraux, les sièges de députés comme autant de bastions imprenables. Dans les amphithéâtres de Rennes, Jean-Yves assiste à des débats qui ressemblent parfois plus à des combats de boxe verbale qu'à des cours. Il n'est pas du genre à monter sur la table pour haranguer la foule, mais il apprend vite l'art de l'argument implacable, de la phrase exacte, de la réplique qui coupe court. À défaut de faire du bruit, il construit lentement sa crédibilité. Puis arrive 1968. Partout en France, les étudiants se soulèvent, les usines se bloquent, les affiches rouges recouvrent les murs. À Rennes aussi, les pavés vibrent sous les slogans. Certains de ses camarades voient dans ce printemps une répétition générale de la Révolution. Jean-Yves, lui, observe encore une fois, il comprend la colère, partage nombre des revendications, mais refuse les illusions. Les grandes flambées ne l'intéressent pas si elles ne se transforment pas en changement durable. Pendant que d'autres rêvent de tout brûler, lui commence à penser en termes de stratégie, de rapport de force, de conquête progressive. C'est dans ces années-là qu'il franchit un premier seuil. Il ne se contente plus de commenter la politique, il s'y engage. Il adhère à la mouvance socialiste, celle qui tente de se reconstruire après les échecs et les divisions des années précédentes. On parle d'unifier la gauche, de préparer l'après-gaullisme, de remettre la question sociale au cœur du débat. Pas de réseau, pas de famille politique puissante derrière lui, juste sa détermination, sa connaissance du terrain breton et cette conviction que l'on peut faire de la politique autrement, en partant des villes, des ports, des chantiers navals, plutôt que des salons parisiens. Une fois ses études terminées, beaucoup de portes auraient pu s'ouvrir. Une carrière universitaire, des concours administratifs, un poste confortable à Paris, mais c'est là qu'intervient un premier twist, discret et pourtant décisif. Il choisit de rentrer à Lorient, revenir dans cette ville encore marquée par les stigmates de la guerre, dans ce territoire où la droite conserve les clés. Il prend un risque que ses camarades comprennent mal, renoncer à la centralité parisienne pour se battre, localement, face à des adversaires solidement installés. À Lorient, il retrouve ce mélange particulier de dureté et de chaleur humaine. Les discussions se font sur les quais, dans les cafés, en sortant de la messe ou du travail. Très vite, il comprend que si la Bretagne veut peser, il faudra conquérir, un à un, les lieux de pouvoir. Les mairies, les conseils municipaux, les cantons, en clair, il va falloir affronter frontalement cette droite bretonne qui regarde les socialistes comme des intrus.
Le jeune militant qu'il est devenu se distingue par une méthode radicalement différente de celle de ses adversaires. Là où la vieille garde politique compte sur les notables, les réseaux et la tradition, lui sillonne les quartiers, écoute les pêcheurs et les ouvriers de l'arsenal, les petits commerçants. Il ne promet pas des miracles, il parle de dossiers, de budgets, de projets concrets. Peu à peu, il se construit une image rare, celle d'un homme à la fois profondément local et capable de pensée globale. Mais le conflit, lui, se précise. Face à lui, il y a ce bloc politique qui ne veut rien lâcher. Les mêmes noms, les mêmes familles, les mêmes habitudes. Dans les couloirs des réunions publiques, on murmure qu'il est sympathique, ce jeune Le Drian, mais qu'il n'a aucune chance. Ici, c'est la droite, et ce sera toujours la droite, lui lance un jour un notable mi-moqueur, mi-condescendant. Cette phrase, aussi brutale que celle de son professeur d'histoire autrefois, s'imprime dans sa mémoire. C'est un défi. Les années 1970 avancent. La gauche se réorganise à l'échelle nationale. François Mitterrand travaille patiemment à l'union des forces socialistes et communistes. En Bretagne, le terrain est plus rugueux. Le Drian doit gérer une double tension, celle entre Paris et la province, et celle, plus souterraine, entre une Bretagne qui se cherche et une France qui ne la connaît pas vraiment. Il devient conseiller municipal, puis figure locale incontournable. On vient le voir pour des problèmes de logement, d'école, de route. Il apprend sur le tas que la politique, ce ne sont pas seulement des grandes idées, mais aussi des heures perdues à négocier un rond-point, une subvention, un quai rénové. C'est là qu'il se forge une arme décisive, la réputation d'homme efficace. Au pays des promesses non tenues, c'est un capital politique précieux, mais cette ascension locale le place de plus en plus frontalement face à son principal adversaire, l'appareil de la droite lorientaise. Les réunions de campagne deviennent des duels à peine voilés. Dans les journaux locaux, on oppose l'expérience du député sortant à la fougue du jeune socialiste. On se moque de son accent breton, de son attachement à sa ville, comme si c'était des handicaps pour siéger à Paris. Lui, au contraire, en fait sa force. Il explique que c'est précisément parce qu'il est de ce territoire qu'il peut le défendre à l'Assemblée. Arrive enfin la séquence décisive, 1978. Les législatives. Le pays est encore marqué par les chocs pétroliers, le chômage progresse, et l'idée que l'alternance est possible commence à s'installer dans les esprits. Pour la première fois, Jean-Yves Le Drian est en position de véritable challenger. Mais le temps lui est compté, la campagne est courte, les moyens modestes, son adversaire a l'appareil, les soutiens, l'habitude. Il a des années de présence médiatique derrière lui, des réseaux bien ancrés. Le Drian, lui, compte chaque heure, chaque déplacement, chaque réunion. Il ne peut pas se permettre le moindre faux pas. Chaque tract doit être efficace, chaque rencontre décisive. On le voit, tard le soir, rentrer épuisé d'un meeting dans un bourg, avant de repartir tôt le matin sur un marché. La tension monte à mesure que le scrutin approche. Les sondages locaux, quand il y en a, sont incertains. Les rumeurs circulent. Il est trop jeune. Il ne tiendra pas le choc à Paris. Ce n'est pas un vrai notable. Mais sur le terrain, quelque chose change. Des ouvriers qui votaient à droite depuis des années commencent à douter. Des familles catholiques se laissent convaincre par cet homme qui parle de justice sans mépriser leurs traditions. Nous revoici dans cette salle des fêtes, au soir du vote. Le temps s'est resserré jusqu'à ne plus être qu'une suite de secondes qui s'égrènent, lourdes, presque douloureuses. 19h59. Le silence se fait. Un silence étrange, fait de chuchotements coupés courts, de respirations retenues. On entend la chaise grincer quand il s'assoit. On pourrait presque entendre son cœur battre. Face à lui, il n'y a plus seulement un adversaire politique, il y a tout un système, une manière de gouverner sans jamais vraiment consulter, une façon de considérer la Bretagne comme une couronne périphérique et non comme un centre possible. S'il perd, les choses continueront comme avant. S'il gagne, même d'une courte tête, ce sera une brèche, une première fissure dans le mur. L'écran clignote, les premiers chiffres apparaissent. Dans ces chiffres, il y a ses années d'études, ses nuits de lecture, ses engagements, ses sacrifices, ses choix. Il y a le regard de son père à l'Arsenal, les ruines de l'Orient, les phrases lancées par des notables sur d'eux. Dans quelques instants, on saura si le fils de la ville détruite va faire son entrée au cœur de la machine politique française ou s'il devra recommencer encore depuis le bas de la colline.
Le destin de Jean-Yves Le Drian est là, suspendu entre deux colonnes de résultats, entre un passé de décombres et un avenir qui s'ouvre. Peut-être sur les bancs de l'Assemblée nationale? Le temps qu'un journaliste annonce les scores, la Bretagne retient son souffle. Sur l'écran, les chiffres s'affichent comme un verdict tombé d'un autre monde, 50,7%. Un nombre dérisoire en apparence, quelques caractères noirs sur un fond gris. Mais dans cette salle des fêtes écrasée de chaleur, ce pourcentage a la violence d'une déflagration. Pendant un dixième de seconde, personne ne comprend. Puis quelqu'un lit à haute voix, s'étrangle, recommence, plus fort, Jean-Yves Le Drian, élu. Le temps, qui semblait figé depuis des heures, se remet brutalement en marche. Les chaises raclent le sol, les bras se lèvent, les cris éclatent. Des applaudissements, des embrassades maladroites, des larmes qui surprennent ceux qui les versent. Au milieu de ce tumulte, il reste un instant immobile, comme sonné. Il vient de faire ce que tant d'autres, avant lui, avaient jugé impossible, arracher à la droite l'un de ces bastions bretons. Pendant quelques secondes, l'image de son adversaire lui traverse l'esprit. Le député sortant, installé depuis si longtemps qu'on le croyait indéboulonnable, dans un autre local de campagne, quelque part en ville, le champagne reste bouché, les mines se ferment, les calculs s'effondrent. Le duel n'était pas seulement une bataille d'affiches, c'était un combat entre deux conceptions du pouvoir. Et ce soir, la brèche est ouverte. Mais la victoire a un goût étrange. Quand le vacarme retombe un peu, quand les micros des journalistes locaux se rapprochent de son visage rougi, une autre réalité se superpose à la joie. L'horloge n'a pas cessé de tourner. Dans quelques semaines à peine, il devra siéger à Paris, à l'Assemblée nationale. Là où les fils d'ouvriers bretons ne sont pas censés atterrir, le temps qu'il a pour prouver qu'il n'est pas un accident de l'histoire, une parenthèse exotique dans un département de droite, est terriblement court, 5 ans. 5 ans pour se montrer utile, indispensable et surtout rééligible. Dans le train de nuit qui le conduit vers la capitale, les paysages défilent derrière la vitre comme autant de couches de sa vie qui s'éloignent. Les quais de l'Orient, les maisons ouvrières, les champs mangés par la brume, Paris, qu'il connaît mal, apparaît presque comme une menace. Dans son esprit, les images se mélangent, les bancs en bois des classes de l'Orient, les amphithéâtres de Rennes, et maintenant le velours austère de l'hémicycle qu'il n'a vu, jusqu'ici, qu'en noir et blanc à la télévision. La première fois qu'il pénètre à l'Assemblée nationale, c'est comme entrer dans un théâtre dont on aurait longtemps regardé la scène, depuis le trottoir. Les colonnes, les dorures, les couloirs où résonnent des pas pressés, les salons où l'on s'interpelle à voix basse, tout respire. Une histoire dont il n'a pas encore les codes. On le regarde, parfois avec curiosité, parfois avec condescendance. Un élu de Bretagne de plus, pensent certains, ça passera. Très vite, il comprend que la vraie bataille commence ici. S'il veut défendre l'Orient, la Bretagne, les ouvriers des arsenaux, il doit se faire une place dans cette machine précisément huilée, où l'on étouffe facilement les voix trop discrètes. Il choisit son terrain. La défense, la mer, les questions militaires, là où personne ne l'attend vraiment. Lui, le socialiste pacifiste, héritier d'une gauche méfiante vis-à-vis de l'armée, c'est un choix stratégique, presque audacieux. Dans sa circonscription, l'Arsenal est un cœur qui bat au rythme des commandes publiques, un contrat annulé, et ce sont des familles entières qui basculent dans le vide. À Paris, la défense est un monde à part, verrouillé par des réseaux, des grands corps de l'État, des industriels puissants. Pour se faire entendre, il lui faut une arme que peu maîtrisent, la compétence. Il s'enterre dans les rapports, écoute les amiraux, rencontre les syndicats, interroge les ingénieurs. Peu à peu, dans les couloirs du Palais Bourbon, on commence à chuchoter « Le Drian ». Lui, il connaît ses dossiers. Pendant ce temps, à Lorient, son rival défait en 1978 ne se résigne pas. La droite locale, vexée, se réorganise. Dans les réunions, on promet la reconquête. On répète que ce jeune député socialiste ne tiendra pas, que les Bretons finiront par revenir à leur vraie tradition politique, le duel se déplace. Plus question seulement de l'Assemblée, il s'agit maintenant de la mairie, du contrôle de la ville, de ce symbole concret du pouvoir local.
Un nouveau compte à rebours se met en marche. Les municipales de 1981 approchent. À Paris, la France retient son souffle en attendant la présidentielle. Valéry Giscard d'Estaing contre François Mitterrand. Mais, à Lorient, c'est une autre bataille qui se prépare. Si Jean-Yves Le Drian veut transformer son succès de 1978 en changement durable, il doit arracher la ville elle-même aux mains de la droite. L'image est saisissante. Le jour, il est député à Paris, perdu dans l'amas de lois, d'amendements, de commissions. Le soir et le week-end, il revient à Lorient, arpente les marchés, serre des mains, écoute des doléances qui n'ont rien d'abstrait. Des loyers trop chers, des rues mal éclairées, des écoles délabrées. Cette double vie l'épuise, mais elle le forme. Il apprend à passer d'un monde à l'autre sans changer de langue, sans perdre le fil. 1981. Tandis que la France bascule à gauche avec l'élection de François Mitterrand, Lorient bascule aussi. La victoire municipale a une saveur différente de celle nationale des soirées électorales télévisées. Elle se joue sur des trottoirs, dans des bureaux de vote installés dans des écoles, sur des bulletins pliés en 4. Quand les résultats tombent, une phrase se répète dans les rues. On a pris la mairie. Pour la droite locale, c'est un choc presque plus violent que la perte du siège de député. La forteresse lorientaise, tenue depuis des décennies, vient de céder. Pour Le Drian, au contraire, c'est une confirmation. La conquête du pouvoir durable se fait par le bas, par les villes, par le travail patient. Mais avec le pouvoir vient une nouvelle angoisse. Comment ne pas décevoir? Maire de Lorient et député, il se retrouve écrasé par la charge. Les dossiers s'empilent comme des digues fragiles entre la ville et le naufrage. Crise économique, mutation de l'industrie, menaces constantes qui planent sur l'Arsenal. Un jour, un haut fonctionnaire parisien lui lâche, presque nonchalamment, dans un couloir ministériel. Vous savez, les arsenaux, il faudra bien un jour commencer à fermer. C'est l'évolution. Le mot tombe comme un coup près. À Lorient, fermeture signifie des centaines, des milliers de vies bouleversées. Une course contre la montre s'engage. Il faut obtenir des contrats, moderniser les infrastructures, diversifier l'économie de la ville, parfois en réaffectant d'anciennes friches militaires en zone d'activité. Il plaide, insiste, dérange. Dans certains cabinets parisiens, on le voit arriver avec un mélange d'agacement et de respect. Le Drian, encore lui. Au début des années 1990, un premier grand twist survient. En 1991, alors que Michel Rocard est à Matignon, on lui propose un poste au gouvernement, secrétaire d'État à la mer. Pour le fils de Lorient, la symbolique est immense. La mer, c'est à la fois son horizon d'enfance, le destin de sa ville et un enjeu national. Le voilà propulsé dans l'appareil d'État, avec un bureau ministériel, un cabinet, une voiture avec chauffeur. Mais derrière le décorum, le temps se contracte encore. Le gouvernement est fragilisé, la gauche s'use au pouvoir, les sondages s'assombrissent. Le Drian le sait. Cette fenêtre ministérielle peut se refermer brutalement. Il se donne quelques mois pour imprimer une marque, défendre la flotte de pêche, préparer l'avenir des ports, lancer des projets, de littoral, tout en gardant un pied solidement planté à Lorient. Les journées deviennent des marathons sans répit. Parfois, il quitte une réunion nocturne à Paris, fonce vers un train, arrive à l'Aube en Bretagne pour inaugurer un équipement portuaire, masque les cernes sous un sourire ferme. La sanction tombe en 1993. La droite emporte les législatives dans une vague déferlante. En Bretagne comme ailleurs, beaucoup de sièges de gauche sont balayés. À Lorient, le duel se rejoue. Les électeurs, à nouveau, comptent leur colère et leurs espoirs. Et cette fois, le verdict est brutal. Jean-Yves Le Drian perd son siège de député. Le choc est d'une violence intime. Pendant des années, il a accumulé les responsabilités, les victoires, les dossiers réussis. Il se croyait solidement ancré. En une soirée, tout vacille. Son rival de droite, ou plutôt son avatar du moment, car les figures changent, mais le bloc conservateur reste, jubile. Dans les couloirs, on chuchote que Le Drian est fini, qu'il a atteint son plafond de verre, qu'il ne reviendra pas. À 46 ans, il connaît ce que tous les politiques redoutent, la chute. Une chute silencieuse, sans sirène, sans explosion, mais d'autant plus rude qu'elle est publique. Le téléphone sonne moins, Paris l'oublie vite. Les convocations officielles disparaissent. Mais Lorient, elle, est toujours là.
Il est resté maire. Et c'est là que se joue un nouveau retournement. Plutôt que de ruminer sa défaite, il s'arc-boute sur sa ville. Il se répète une phrase qu'il a entendue un jour dans une réunion de pêcheurs. « Quand la tempête arrive, tu peux maudire le vent. » Ou « apprendre à régler tes voiles. » Il choisit de régler les voiles. Sans mandat national, libéré des schémas parisiens, il se jette dans la transformation de l'Orient, l'ancienne base de sous-marins, bloc de béton massif, vestige intimidant de la Seconde Guerre mondiale, devient un symbole de cette reconversion. D'abri de guerre, on veut en faire un lieu d'innovation maritime, de culture, de technologie. La droite locale, persuadée qu'il n'est plus qu'un maire affaibli, tente de pousser son avantage. Dans les élections cantonales, régionales, elle rêve de reprendre le contrôle. Mais quelque chose a changé. Les habitants voient en lui celui qui est resté quand les projecteurs se sont éteints. Celui qui, privé de fonctions nationales, n'a pas déserté, n'est pas parti monnayer son carnet d'adresses dans un conseil d'administration parisien. Le conflit avec ses adversaires prend alors une couleur nouvelle. Ce n'est plus seulement gauche contre droite, c'est fidélité contre opportunisme, enracinement contre carriérisme. En 1997, contre toute attente, il revient à l'Assemblée. La dissolution surprise décidée par Jacques Chirac ouvre une brèche. Le Drian s'y engouffre, porté par un travail municipal reconnu. C'est un retour que beaucoup, quelques années plus tôt, jugeaient impensable. À Paris, certains sourient, le Breton est de retour. Mais lui sait que le temps joue désormais contre lui. Il n'est plus le jeune député de 1968. Chaque mandat peut être le dernier. En Bretagne, une autre bataille se prépare, celle de la région. Pour des générations, la Bretagne a été gérée par la droite, comme un terrain acquis. En 2004, la gauche décide de tenter le coup, les réunions stratégiques s'enchaînent, les listes se composent. Très vite, un nom s'impose pour mener l'offensive. Jean-Yves Le Drian. Il connaît la région, ses faiblesses, ses forces, ses susceptibilités. La campagne régionale ressemble à une longue traversée en mer agitée. La droite, sûre de son bon droit historique, répète que les Bretons ne confieront jamais leur destin à un apparatchik socialiste. Lui répond en parlant d'emploi, d'université, de train, de numérique. Il ne promet pas de grands soirs, mais des lendemains mieux organisés. Le soir du second tour, le verdict tombe. La Bretagne passe à gauche. Nouveau séisme. Le fils de Lorient devient président du conseil régional. Ce poste change la dimension de son pouvoir. Il ne s'agit plus seulement de défendre une ville, un port, mais 4 départements, des centaines de milliers d'emplois, des lycées, des infrastructures. Il façonne une image singulière, celle d'un président de région qui sait lire une carte militaire comme un budget d'investissement, et qui passe d'un chantier naval à une réunion sur le très haut débit sans perdre le fil. Ses adversaires de droite fulminent. Non seulement il résiste, mais il étend son influence. Il tente des offensives électorales, des attaques médiatiques, des alliances improbables. Rien n'y fait. À mesure que les années passent, le Drian devient ce que la presse appelle un baron local. Un titre qu'il n'aime guère, mais qui traduit une réalité impossible, en Bretagne, de discuter de politique sans que son nom soit prononcé. Pendant ce temps, à Paris, le paysage change à nouveau. La gauche encaisse le choc de 2002. Quand Lionel Jospin est éliminé dès le premier tour de la présidentielle, la droite revient au pouvoir, Nicolas Sarkozy impose sa marque. Dans ce tumulte, Jean-Yves Le Drian tient sa ligne. Il ne cherche pas les caméras nationales, mais dans les coulisses du Parti socialiste, on sait qu'il est devenu un expert incontournable des questions de défense. Un paradoxe pour un homme de gauche ? Pas pour lui. Il répète que la sécurité du pays et la protection des militaires sont aussi une affaire de justice sociale. Vient alors une autre rencontre décisive. François Hollande, l'ancien premier secrétaire du PS, discret mais tenace, prépare sa candidature à la présidentielle de 2012. Il a besoin de gens qui connaissent les rouages de l'État, capables de transformer des promesses de campagne en politique concrète. Sur les questions de défense, un nom s'impose très vite, le Drian. Les deux hommes se ressemblent plus qu'il n'y paraît. Même goût pour le travail de fond, même méfiance envers les effets de tribune. Même capacité à encaisser les défaites sans se briser,
Ils se tutoient, se testent, se jaugent. Très vite, Jean-Yves Le Drian devient un des piliers de la garde rapprochée de Hollande. Dans les réunions de campagne, il est celui qui rappelle la réalité des contraintes budgétaires, des engagements internationaux, des calendriers industriels. Et, une fois encore, le temps se resserre comme un étau. 2012 est une échéance presque existentielle, Le Drian a 64 ans. S'il veut un jour peser dans un grand ministère régalien, c'est maintenant ou jamais. Si la gauche perd à nouveau, la fenêtre se refermera, peut-être définitivement. Il le sait, ses adversaires aussi. La droite raille ce vieux socialiste breton qui espère encore monter à Paris en première ligne. Les semaines de campagne sont un tourbillon. Il sillonne la Bretagne pour soutenir Hollande, tout en continuant à gérer la région. Il enchaîne les réunions tardives, les trains du matin, les discussions téléphoniques à rallonge. Parfois, la fatigue le rattrape, mais il se rappelle les ruines de l'Orient, le ricanement du notable qui lui disait jadis « Ici, ce sera toujours la droite. Il s'est déjà trompé une fois, pense-t-il. Pourquoi pas deux ? Le 6 mai 2012, François Hollande est élu président de la République. Place de la Bastille, la foule exulte. Dans les coulisses, déjà, se prépare l'étape suivante, la composition du gouvernement. Les noms circulent, les rumeurs gonflent. Pour le ministère de la Défense, un poste clé dans un monde instable, les regards se tournent vers lui. Mais rien n'est acquis. En politique, jusqu'à l'ultime minute, tout peut basculer. Un équilibre géographique à respecter, un courant interne à ménager, une promesse à honorer, et un destin change de main. Les jours qui suivent sont faits d'attente tendue. Le téléphone posé sur son bureau devient un objet presque menaçant. Chaque vibration fait battre le cœur un peu plus vite. On lui dit qu'il est bien placé, pressenti, quasi sûr. Il a trop d'expérience pour s'y fier. Les heures passent, les listes se font et se défont dans les rédactions. Les journalistes spéculent. Les adversaires murmurent que, cette fois encore, le Breton restera à quai. Une soirée de plus s'achève, à Rennes, dans un bureau où les dossiers régionaux s'empilent encore. Dehors, la lumière décroît, il jette un œil à l'horloge. Le temps file, le gouvernement doit être annoncé très bientôt. Puis, soudain, le téléphone vibre. L'écran affiche un numéro masqué, le genre d'appel qui, en quelques phrases, peut changer une vie entière. Il respire profondément, décroche. Au bout du fil, une voix qu'il connaît bien s'apprête à lui proposer un rôle qu'il n'aurait jamais osé imaginer. Enfant, au milieu, des ruines de l'Orient. Devenir l'homme qui tiendra entre ses mains une partie des forces armées françaises. Le conflit d'une vie, celui entre le fils d'ouvrier breton et les bastions du pouvoir, est sur le point d'atteindre un nouveau sommet. Au moment où il porte le téléphone à son oreille, quelque part dans le désert malien, des pick-up chargés d'hommes armés avalent des kilomètres de pistes dans la nuit noire. À Paris, nul ne le sait encore, mais ces colonnes de poussière vont bientôt croiser la route d'avions français décollant en urgence. Entre ce bureau feutré de Rennes et ce ruban de sable à des milliers de kilomètres, une ligne invisible est en train de se tendre. Et celui qui s'apprête à parler va placer Jean-Yves Le Drian au centre de cette ligne de feu. Jean-Yves ? La voix de François Hollande est calme, presque familière, comme si l'on s'appelait pour organiser un déjeuner. Pourtant, chaque syllabe pèse des tonnes. Je souhaite te confier le ministère de la Défense. Pendant une fraction de seconde, tout se fige. Les murs, les dossiers, la lampe de bureau, l'horloge au tic-tac obstiné, tout se met en sourdine. Il pense à son père ouvrier, à sa mère couturière, à l'Orient détruite par les bombes, à ce notable de droite qui lui promettait que jamais un socialiste ne tiendrait la ville. Et voilà que, des décennies plus tard, on lui propose de devenir l'homme qui enverra, si nécessaire, les fils d'autres ouvriers sur des théâtres d'opération à l'autre bout du monde. Il accepte, pas par goût du prestige, encore moins par fascination pour les uniformes, mais parce qu'il sait que dans ce ministère-là se joue à la fois la sécurité du pays et l'avenir de milliers d'emplois industriels, notamment en Bretagne. Aussitôt, il sent se remettre en marche un compte à rebours implacable. 5 ans. 5 années de mandat présidentiel pour prouver qu'un ministre socialiste de la Défense peut être à la fois respecté par les militaires, écouté par les industriels et crédible aux yeux d'une opinion tétanisée par la crise et les menaces terroristes. 5 ans seulement pour faire ses preuves avant que le jugement tombe, implacable, dans les urnes.
Quelques jours plus tard, il franchit le portail de l'hôtel de Brienne, les pavés de la cour d'honneur renvoient la lumière comme une glace froide, les drapeaux claquent au vent, les sentinelles présentent les armes. 10, 20, 30 caméras braquées sur lui. Il a déjà connu la solennité des cérémonies officielles, mais rien ne ressemble à cette entrée-là. Ce bâtiment, où tant de décisions de guerre ont été prises, a vu défiler des générations de ministres, presque tous issus de la droite, lui arrive avec, dans son ombre, tout un cortège de préjugés. Un socialiste pacifiste, un élu local, un breton têtu, comme disent certains commentateurs. Un homme que la droite militaire, murmure-t-on, accueillera avec méfiance. Dans certains états-majors, la réaction est glaciale. Un général confie à un collègue « On va voir combien de temps il tient avant de reculer sur les budgets ». Dans son camp, la suspicion n'est pas moindre. On se demande si ce ministre ne sera pas trop proche des militaires, s'il ne sacrifiera pas les promesses sociales sur l'autel des crédits de défense. Et, loin de Paris, son vieux rival de droite, désormais solidement installé dans les arcanes du Sénat, sourit avec une satisfaction mauvaise. Le Drian est monté trop haut, trop tard. Glisse-t-il à un journaliste, il va se brûler. On récupérera la Bretagne sur ses cendres. Le duel n'est pas terminé. Il change simplement d'échelle. Dès la première semaine, Jean-Yves Le Drian comprend que le temps ne lui laissera aucun répit. Sur son bureau, les dossiers s'empilent. Retrait d'Afghanistan, réforme des armées, tensions budgétaires, menaces djihadistes au Sahel. À chaque document correspond une urgence. À chaque urgence, un calendrier serré. Des dates butoirs inscrites en rouge. Les chefs d'état-major déroulent les cartes, les graphiques, les prévisions. Il écoute, prend des notes, pose des questions précises, parfois déroutantes. Au bout de quelques jours, une phrase commence à circuler dans les couloirs de Brienne. Le nouveau ministre, il veut tout comprendre. Et vite! Le premier choc majeur survient début 2013. Au Mali, des groupes islamistes armés descendent vers le sud et menacent Bamako. Les services de renseignement chiffrent les heures avant l'effondrement possible de l'État malien. 48 heures, peut-être moins. Une capitale qui tombe, c'est tout le Sahel qui s'embrase, et bientôt les métropoles européennes qui se retrouvent dans la ligne de mire. La nuit où tout se décide, le temps se contracte. Dans une salle sécurisée du ministère, la lumière bleutée des écrans recouvre les visages de reflets fantomatiques. Des images satellites montrent des pick-up perdus dans l'immensité désertique, des villages poussiéreux, des pistes d'atterrissage sommaires. Les chefs militaires exposent les options. Frapper, attendre, négocier. Attendre, c'est prendre le risque d'arriver trop tard. Frapper, c'est envoyer, en quelques heures, des pilotes et des soldats dans un environnement extrêmement dangereux. Le Drian pose la question que personne n'ose formuler tout haut. Si on ne fait rien, dans combien de jours Bamako tombe? La réponse tombe, sèche, quelques-uns, peut-être moins. À des centaines de kilomètres de là, son adversaire de toujours regarde, incrédule, les éditions spéciales à la télévision. Pour lui, Le Drian n'était qu'un élu régional habile, un baron local, promis à disparaître dans les archives d'un conseil régional, le voilà au cœur d'une décision de guerre. S'il échoue, s'il y a un enlisement, des scandales, des morts incompréhensibles, la droite aura beau jeu de dénoncer l'incompétence de ces socialistes qui se prennent pour des stratèges, mais si l'opération réussit, alors un nouveau statut s'ouvrira pour le Breton, celui d'homme d'État. C'est un pari à haut risque, à haute vitesse. La décision est prise, ce sera l'opération Serval. Le Drian ne se contente pas d'apposer sa signature, il veut suivre, heure par heure, le déroulement des premières frappes, l'atterrissage des premiers avions, la progression des unités françaises. Dans son bureau transformé en poste de commandement, les horloges affichent plusieurs fuseaux horaires semaine. Il sait que chaque dotique sur ses cadrans correspond à des vies réelles. Pendant que la France s'endort, des pilotes s'alignent sur la piste, les moteurs hurlent, les roues quittent le sol, le ministre, lui, ne dort pas. Quand, quelques jours plus tard, les premières images de soldats français acclamés dans les rues de Gao sont diffusées, l'opinion publique découvre un visage qu'elle connaissait peu. Calme, sans emphase, Jean-Yves Le Drian explique, justifie, assume. Sa voix est posée, ses mots précis, loin des effets de manche, il donne l'impression de tenir la barre dans la tempête. Les sondages s'envolent. Le Drian, le ministre qui rassure. La droite grince des dents.
Son rival breton, face à un journaliste, se contente d'un rictus. La guerre ne fait pas encore un grand homme. Attendez la suite. La suite, justement, est une cascade de crises. Après le Mali, la Centrafrique s'embrase à son tour. Les armées françaises sont sollicitées. Encore, toujours, avec des moyens comptés. Au même moment, la France doit réduire ses déficits. La tentation est grande, à Bercy, de tailler dans les budgets de la défense. Là encore, le temps joue contre lui. Les arbitrages budgétaires doivent être rendus en quelques semaines. Les décisions prises lieront les armées pour 10 ans. Si les crédits plongent trop bas, des régiments disparaîtront, des usines fermeront, des bassins d'emploi seront anéantis. Dans les négociations interminables avec le ministère des Finances, Le Drian revient à ce qu'il connaît le mieux, le concret. Il brandit des cartes d'implantation industrielle, des chiffres de commandes, des courbes d'emploi. Il rappelle que derrière chaque frégate construite à l'Orient, il y a des centaines de familles, des sous-traitants, des apprentis. À la table d'en face, certains hauts fonctionnaires, formés dans les plus grandes écoles, le regardent avec un mélange d'agacement et d'étonnement. Ce ministre ne se contente pas de plaider l'exception budgétaire. Il impose la réalité sociale dans les colonnes de leur tableur. Le duel avec son rival prend, à distance, des airs étranges. Tandis que l'homme de droite, au Sénat, pourfend la gabegie des dépenses publiques et réclame des coupes claires. Le Drian se bat pour sauver des lignes budgétaires qui conditionnent l'avenir de la Bretagne. Les deux hommes ne s'affrontent, la voix au bout du fil ne tremble pas. Elle a le calme des décisions déjà prises. Et pourtant, dans la poitrine de Jean-Yves Le Drian, tout percute comme une lame de fond. « Jean-Yves, je te propose la défense ?» En une phrase, le décor change. Les dossiers régionaux, les trains entre Rennes et Paris, les batailles municipales, tout s'efface derrière une image brutale. Un centre de commandement où une carte du Sahel clignote, des noms de villages inconnus, des points rouges qui signifient des vies en danger. Et cette idée, presque obscène tant elle est vertigineuse. Désormais, si un soldat tombe, si un otage n'est pas ramené, si une opération déraille, ce sera aussi son nom qui se collera au drame. Il sait qu'il n'a pas le droit de dire oui, comme on accepte une promotion. Il n'a pas le droit de se tromper, parce qu'en face, il y a déjà quelqu'un qui attend la moindre faille. Son concurrent ne porte pas un seul visage. Il est un bloc, l'opposition, la droite qui n'a jamais digéré la Bretagne perdue, les réseaux industriels qui testent les nouveaux, ministres, les experts qui murmurent que ce socialiste n'aura pas les épaules. Et surtout, il y a un rival plus intime, plus dangereux, le ministère lui-même, cette machine froide, bardée de traditions et de secrets qui broie les amateurs en quelques semaines. L'Élysée peut nommer, mais le réel, lui, destitue. Quand l'annonce tombe, les caméras saisissent son sourire contrôlé. Costume sombre, poignée de main, flash. À l'intérieur, il se donne une échéance, presque une superstition de marin, 100 jours. 100 jours pour prouver qu'il n'est pas un figurant placé là par équilibre politique. 100 jours avant que la rumeur ne se transforme en verdict. Il n'y arrive pas. Le premier matin au ministère, l'odeur du couloir est celle des bâtiments, où l'on a longtemps commandé. Cire, papier, métal. On lui ouvre des portes épaisses, on lui montre des salles, où les plafonds semblent trop hauts pour un homme seul. Sur la table, des classeurs estampillés « Confidentiel défense ». Et, très vite, une réalité qui ne ressemble à aucune campagne électorale. Des chiffres, des stocks, des troupes, des avions indisponibles. Et des budgets amputés, des opérations déjà en cours. Il entre dans la période la plus paradoxale de sa vie. Celle où l'on devient puissant et vulnérable en même temps. Puissant, parce qu'un mot signé de sa main peut déplacer des milliers d'hommes. Vulnérable, parce qu'une crise internationale peut le faire vaciller du jour au lendemain. Les premières semaines, il observe, il écoute, il apprend. Ce n'est pas une posture, c'est une tactique de survie. Il comprend que la défense est un monde d'équilibres impossibles. Tout le monde veut plus. Plus de drones, plus de blindés, plus de navires, plus de primes pour les militaires. Mais l'argent ne suit pas. Et la France, elle, ne peut pas se permettre de disparaître du jeu stratégique. Il y a l'OTAN, l'Europe, les alliances africaines, les ventes d'armes, les bases, les renseignements. Chaque dossier est un fil relié à 10 autres. Très vite, la compétition s'installe comme un bruit de fond. À droite, on guette. Chaque incident est une munition.
Le moindre retard industriel devient une attaque. Ils mettent l'armée en danger. Le moindre choix budgétaire devient une mise en accusation. Ils sacrifient la défense. Et, au milieu, lui, l'ancien maire, doit parler un langage que certains pensent réservé aux technocrates et aux anciens militaires. Capacités opérationnelles, dissuasion, OPEX, cyberdéfense. Alors il fait ce qu'il a toujours fait. Il travaille comme si quelqu'un, chaque jour, cherchait à le faire chuter. Parce que c'est le cas. L'année 2013 arrive avec la violence d'un coup près. Janvier, Mali. Une carte posée sur un bureau, des colonnes de véhicules ennemis qui descendent vers Bamako et une question sans poésie. Intervient-on, oui ou non? Si la capitale tombe, l'humiliation est immense. L'État malien s'effondre. Le terrorisme gagne une profondeur stratégique. Si la France intervient, elle s'expose. Vie française, enlisement, attentat en retour, accusation de néocolonialisme. C'est ici que son compte à rebours des 100 jours se transforme en compte à rebours de quelques heures. Les réunions s'enchaînent, les téléphones chauffent, les visages se ferment. La décision est prise, ce sera l'opération Serval. Les avions décollent. Les premières images diffusées sont presque irréelles. Sable, soleil blanc, silhouette minuscule, explosion au loin. On parle de frappe, de neutralisation, de progression. Mais derrière ces mots, il y a des corps, des peurs, des familles. Et là, premier twist. Au moment où tout le monde attend un ministre politique, un gestionnaire prudent, Le Drian apparaît comme un ministre de guerre au sens le plus cru du terme, non pas belliqueux, mais présent. Il se rend sur le terrain, il serre des mains dans la poussière, il écoute les chefs, il veut voir. Son visage, filmé dans une base avancée, est celui d'un homme qui comprend qu'on ne gouverne pas depuis un communiqué. La popularité monte. Les sondages le placent parmi les ministres les plus appréciés, et c'est précisément là que le danger s'aiguise. Plus il monte, plus ses adversaires affûtent. L'opposition commence à parler de communication, à insinuer qu'il joue un rôle, que la réussite est temporaire. Dans certains cercles parisiens, on le soupçonne même d'avoir un agenda, se préparer, se positionner pour l'après, il encaisse. Il a déjà vu ce mécanisme, dès qu'un homme devient utile, on cherche à le rendre suspect. Pendant ce temps, la guerre, elle, ne se laisse pas enfermer dans une belle narration. Serval gagne vite sur le plan militaire, mais le Sahel n'est pas une ligne d'arrivée, c'est un labyrinthe. Les groupes armés se dispersent, se recomposent, se fondent dans le désert. La victoire tactique ouvre une question stratégique. Que fait-on après? On part? On reste? Et si on reste, combien de temps? Combien de soldats? Combien de milliards? Combien de risques? Le Drian comprend que son rival principal n'est plus seulement l'opposition, c'est l'usure. L'usure des troupes, l'usure des matériels, l'usure politique. Parce qu'une opération extérieure, en France, peut être applaudie au début, puis devenir, en silence, un fardeau. Et un fardeau, l'opposition sait en faire une corde. Il pousse alors une ligne qui surprend ceux qui le classaient dans les vieux schémas gauche-droite. Il défend l'armée comme un pilier social et national. Il parle des familles de militaires, des blessures invisibles, des équipements qui manquent, des logements, des primes, de la dignité. Il ne romantise pas. Il insiste sur le concret. Dans un ministère où l'on peut se perdre en acronymes, il ramène tout à une phrase simple. On n'envoie pas des hommes risquer leur vie avec des promesses. Et derrière cette phrase, il y a une bataille industrielle, feutrée mais impitoyable. Rafales, frégates, blindés, satellites. Chaque programme est une guerre économique. Des usines, des emplois, des bassins entiers dépendent des décisions prises à Paris. Il connaît ce terrain mieux que beaucoup. L'Orient, les chantiers, les familles. Il sait ce que signifie une chaîne qui s'arrête. Ses adversaires politiques aimeraient le coincer. Soit il est dépensier, soit il abandonne l'industrie. Il cherche la troisième voie. Sécuriser les capacités tout en maintenant la base industrielle et technologique. C'est là que se joue un deuxième twist, plus discret mais décisif. Le ministre de la Défense devient aussi, sans l'afficher, un diplomate industriel. Les ventes du Rafale, longtemps moquées comme une chimère, redeviennent une obsession nationale. On répète pendant des années que l'avion ne se vendra jamais, que la France est seule, que le programme est un gouffre. Et puis, soudain, la dynamique s'inverse. Négociations,
visites, signatures qui se préparent. Chaque contrat potentiel est une bataille de nerfs, un jeu de patience où le moindre faux pas peut tout casser. Pendant que les gros titres parlent du Mali, lui passent des heures sur des détails, calendrier de livraison, formation, maintenance. Et transfert technologique, les opposants, eux, attendent l'échec retentissant, la rupture d'un contrat, l'accusation de vendre la guerre. Il avance en funambule. Mais le piège le plus dangereux arrive de l'intérieur de l'État, la réforme. Le mot, en politique, a un son propre, comme une lame qu'on aiguise. On parle de restructuration, de fermeture, de mutualisation. Traduction, des bases qui disparaissent, des régiments déplacés, des milliers de familles contraintes à déménager, des villes qui perdent un poumon économique. Chaque décision crée des gagnants invisibles et des perdants bruyants. Et le concurrent politique sait très bien où appuyer. Sur la douleur locale, le Drian a un mauvais souvenir, celui de l'arsenal de l'Orient menacé. Il ne veut pas être le ministre qui casse le tissu militaire. Mais il ne peut pas non plus se contenter de protéger chaque implantation. Il négocie, amortit, temporise, compense. Il comprend que, dans ce ministère, la réforme est une guerre civile froide, jamais déclarée, toujours ressentie. Les années passent et le rythme ne baisse pas. Au contraire, la menace terroriste se rapproche, elle n'est plus seulement là-bas, dans le sable. Elle s'installe dans les rapports, puis dans les alertes, puis dans les regards des responsables du renseignement. Et quand elle frappe, elle ne demande pas l'autorisation. Janvier 2015, Paris. Les attaques qui bouleversent le pays imposent une autre forme de guerre. Intérieure, émotionnelle, politique. Le Drian se retrouve au carrefour. Armée, sécurité, posture de vigilance, coopération internationale. Son ministère n'est plus un monde séparé. La défense devient un sujet quotidien, presque intime. Dans les rues, des militaires patrouillent. Les Français voient des fusils là où, avant, ils voyaient des vitrines. Son concurrent politique tente alors un mouvement classique, prendre la posture de l'autorité, dire que le gouvernement a été naïf, accusé d'impréparation, faire passer chaque drame comme une preuve d'incompétence. La tension monte parce qu'au-delà des débats, il y a un pays sous choc et qu'un ministre de la Défense, dans ces moments-là, doit être à la fois ferme et humain, sans se tromper de ton. Trop martial, il paraît cynique. Trop empathique, il paraît faible. Chaque mot devient un fil tendu, au-dessus du vide. Et puis arrive un moment que personne n'avait prévu. 2016. François Hollande, président en exercice, renonce à se représenter, le sol se dérobe sous la majorité, le Parti socialiste se déchire, le paysage politique se fracture. Dans cette tempête, le Drian, homme d'appareil mais pas homme de clan, comprend qu'il est face à une décision qui peut détruire sa réputation, rester fidèle à une famille politique qui s'effondre ou choisir la continuité de l'État au risque d'être traité de traître. C'est ici que son rival prend un nouveau visage, non plus seulement la droite classique, mais le chaos. Le chaos électoral, le chaos des alliances, le chaos où les carrières se brisent en une semaine, et il y a, au milieu, une figure qui avance comme une lame neuve. Emmanuel Macron, ancien ministre de l'économie, candidat hors des partis traditionnels, qui promet de dépasser les vieux camps. Beaucoup rient, d'autres tremblent. Le Drian, lui, calcule autrement. Qui peut tenir l'État? Qui peut tenir la défense? Qui peut tenir le tempo face aux crises? Il se retrouve avec une limite de temps plus cruelle que toutes les échéances électorales. Son âge, il n'a plus le luxe de reconstruire patiemment après un naufrage partisan. S'il veut continuer à peser, à protéger ce qu'il a consolidé, à éviter que la défense ne devienne une variable d'ajustement, il doit choisir maintenant. Le pays, lui, ne met pas la guerre en pause pendant que les partis se recomposent. Twist final de cette séquence, le Drian bascule. Il ne le fait pas en tribun, pas en déserteur bruyant. Il le fait comme un homme d'État, dit-il, au nom de la stabilité. Il soutient Emmanuel Macron. Pour ses anciens camarades socialistes, c'est une trahison froide. Pour ses adversaires de droite, c'est une manœuvre opportuniste. Pour lui, c'est une mise à l'épreuve. Il accepte d'être haï par une partie de son camp pour rester au cœur de la décision. Et le pari paie, mais à un prix. En 2017, Macron gagne et le Drian change de monde. Il quitte la défense pour devenir ministre de l'Europe et des Affaires étrangères. Certains y voient une promotion, d'autres une éviction déguisée.
Lui sait que le terrain est encore plus glissant. Ici, l'adversaire n'est plus seulement l'opposition française. Ce sont des présidents, des généraux étrangers, des crises migratoires, des prises d'otages, des ruptures diplomatiques, des cyberattaques, des mercenaires. Son rival, pourtant, n'a pas disparu. À Paris, l'opposition n'attend qu'un faux pas sur une déclaration, une poignée de main mal interprétée, une crise mal anticipée. À l'étranger, la compétition est sans pitié. Russie, Turquie, Chine, puissance du Golfe, et cette Afrique francophone où l'influence française est contestée à coups de slogans, de campagnes numériques et parfois de balles. Il s'installe au Quai d'Orsay avec une conscience aiguë. Il n'a plus de 100 jours. Il a peut-être quelques mois pour montrer qu'il n'est pas seulement un ministre efficace en temps de guerre, mais un chef d'orchestre, diplomatique dans un monde qui se disloque, et dans ce décor, une image le hante, celle d'un sablier renversé. Le sable tombe plus vite qu'avant. Les dossiers tombent sur son bureau comme des pierres. Syrie, Libye, Iran, Ukraine, Brexit, tensions en Méditerranée, déstabilisation. Au Sahel, qui continue sous un autre nom, opération qui change d'étiquette mais pas de danger. Il parle avec des homologues qui sourient tout en avançant des pions contre la France. Il voit apparaître un phénomène glaçant. Des pays où, en quelques années, le drapeau français devient un symbole à brûler plutôt qu'une protection. Il comprend alors une vérité brutale, presque cinématographique. On peut gagner des batailles militaires et perdre l'atmosphère politique. On peut déployer des forces et voir, en parallèle, une guerre de l'influence ronger le terrain. Et son concurrent, ici, n'est pas seulement un parti. Ce sont des acteurs qui savent manipuler l'humiliation, amplifier les colères. Promettre une souveraineté instantanée, chaque déplacement devient un risque d'image. Chaque phrase, un piège, chaque otage, un compte à rebours public. Chaque crise, une audition permanente. Dans les couloirs feutrés du Quai d'Orsay, il repense parfois à l'Orient, à la base de sous-marins reconvertis, à cette idée qu'un bloc de béton pouvait changer de destin. Mais le monde, lui, ne se reconvertit pas si facilement, et plus il avance, plus il sent que la dernière partie de sa vie politique se joue ici, dans une compétition où l'on ne mesure pas seulement des budgets ou des sièges, mais des rapports de force, des humiliations, des retours de flamme. La tension continue de monter, parce que derrière les formules diplomatiques, il y a une question qui va le poursuivre. A-t-il tenu? Ou seulement retardé le recul d'une France contestée? Et surtout, combien de temps peut-il encore tenir, lui, physiquement, mentalement, dans ce poste qui ne dort jamais? Au moment où il croit avoir trouvé un rythme, un nouveau message tombe, sec, urgent, venu d'un autre fuseau horaire. Une crise éclate, et elle porte cette signature moderne qu'il redoute. Rapide, virale, impossible à contenir par les méthodes d'hier. Il lève les yeux. Le sable du sablier continue de couler, et cette fois, il comprend que l'adversaire ne cherche plus seulement à le battre, il cherche à le faire trébucher devant tout le monde, en direct. Contrôle longueur. Je ne peux pas garantir exactement 10 000, 11 000 caractères ici, sans outil de comptage. Si vous le souhaitez, je peux ajuster la partie pour atteindre précisément la plage demandée en ajoutant, retirant quelques paragraphes. Il y a une ironie cruelle dans la diplomatie. Vous pouvez passer des nuits entières à empêcher une guerre et perdre en 10 secondes à cause d'une vidéo de 30 secondes, filmée au mauvais endroit, montée avec la bonne musique, partagée par les bons comptes. Voilà le contraste qui le poursuit dès qu'il s'assoit au Quai d'Orsay. D'un côté, des salons dorés, des poignées de main millimétrées, et de l'autre, une foule, un smartphone, un slogan, et tout un pays qui bascule. Et cette fois, Jean-Yves Le Drian le sent. Ce n'est plus seulement la France qu'on juge, c'est lui, et il n'a plus l'arrogance du temps. Il s'impose une limite mentale, presque une sentence intime, 3 ans. 3 ans pour prouver qu'il n'est pas un ministre recyclé, mais un homme qui sait tenir un monde qui se fracture. Après, sa force et sa légitimité commenceront à se dissoudre, car son concurrent n'est plus un sénateur breton, ni une opposition de couloir.
Son concurrent a un visage mobile, multiple, insaisissable. Ce sont les puissances qui gagnent sans tirer, les influenceurs politiques, les mercenaires qui changent de drapeau comme de veste, les régimes qui n'ont pas besoin d'avoir raison pour gagner, parce qu'ils ont la narration. Et, à Paris, ceux qui attendent qu'il trébuche pour le réduire à une formule assassine, l'ancien de la défense dépassé par le monde. Les premières semaines, il encaisse. Il s'accroche à une méthode. Lire vite, appeler vite, décider vite et parler peu. La diplomatie, ce n'est pas le silence. C'est le silence utile. Il retrouve l'adrénaline des crises, mais sans la protection du vocabulaire militaire. À la défense, on disait opération, théâtre, objectif. Ici, on dit partenaire, ligne rouge, canot. Les mots sont des armes plus fragiles parce qu'ils se retournent plus facilement contre celui qui les prononce. Puis arrive la signature de l'époque, les affaires d'otages, comme des pièges à retardement posés sous chaque déclaration, un Français détenu ici, une ONG menacée là, un journaliste dont on perd la trace. Chaque fois, un compte à rebours public s'allume. Le Drian connaît cette mécanique. À mesure que les heures passent, l'émotion remplace l'analyse et la politique devient un tribunal. Il apprend à vivre avec l'idée la plus insupportable, négocier sans le dire, agir sans se vanter et parfois réussir sans pouvoir s'attribuer la victoire. Son rival, lui, exploite le clair-obscur. À la moindre rumeur, les mêmes phrases reviennent, comme un refrain. Que fait le Quai d'Orsay? Le Drian est absent, le Drian est complice, le Drian humilie la France. Il comprend alors une vérité qui glace. Dans ce métier, l'inaction est parfois une stratégie, mais l'opinion, elle, la lit toujours comme une faute. Et puis, le monde lui offre son premier grand piège en direct. L'Afrique, cette zone où l'histoire française est à la fois une ressource et une cicatrice. Le Sahel, qu'il connaît comme un terrain d'opération, devient un terrain de ressentiment. Il voit monter une contestation qui ne ressemble pas aux critiques habituelles. Ce ne sont pas seulement des opposants politiques, ce sont des rues qui s'enflamment, des drapeaux brûlés, des slogans fabriqués. À la chaîne, des accusations qui circulent plus vite que les réponses. Il n'affronte plus seulement des groupes armés, il affronte une guerre d'images où l'humiliation est une monnaie. Là, un premier twist le frappe de plein fouet. Ce qu'il avait consolidé par le militaire se fissure par le symbolique. Les mêmes bases, les mêmes coopérations, les mêmes accords deviennent, dans certaines capitales, des preuves de domination. Il se rend compte qu'on peut gagner une bataille tactique et perdre le droit d'être présent. C'est un renversement presque tragique pour un homme qui a toujours cru au concret, aux cartes, aux chiffres, aux unités, aux moyens. Or le réel, maintenant, c'est une perception. Il tente de contre-attaquer avec ce qu'il sait faire, multiplier les déplacements, parler aux dirigeants, rappeler les évidences. La lutte contre le terrorisme, la protection des populations, les partenariats, mais plus il martèle le rationnel, plus ses adversaires, eux, appuient sur l'émotion. Et chaque fois, il doit choisir, répondre et nourrir l'incendie, ou se taire et laisser la fumée envahir tout l'espace. Dans ce brouillard, un autre front s'ouvre, plus vaste encore, l'Europe elle-même, tiraillée entre l'illusion d'une autonomie et la réalité des dépendances. Le Brexit a laissé des cicatrices, l'Italie change de ton au gré des majorités, l'Allemagne hésite et la Russie avance ses pions. Le Drian, qui a passé sa vie à construire des équilibres, découvre une diplomatie où l'équilibre est devenu une nostalgie. Et puis survient 2020. La pandémie frappe comme une bascule de civilisation. Les frontières se ferment, les avions s'arrêtent, les chancelleries se vident. L'humanité entière semble retenue dans sa respiration. On pourrait croire que la diplomatie se met en pause. En réalité, elle devient une compétition plus brutale encore. Masques, respirateurs, vaccins, chaînes d'approvisionnement. Les nations se regardent comme des navires en tempête qui s'arrachent des planches. Dans ce chaos, le Drian doit parler d'unité européenne, pendant que chaque pays calcule sa survie. Son concurrent ici a une force monstrueuse, la peur. Et la peur n'écoute pas les beaux principes. Au même moment, les opérations d'influence explosent. Des campagnes coordonnées accusent la France de tout et son contraire, d'abandonner ses alliés, de les exploiter, de mentir, de manipuler. Il voit des mensonges tellement gros qu'ils en deviennent efficaces. Une photo sortie de son contexte, une phrase tronquée et des milliers de commentaires prouvent la thèse.
C'est le nouveau champ de bataille, la vitesse contre la nuance. Et lui est l'homme de la nuance. Un soir, dans un bureau où la lumière est trop blanche et le silence trop net, il comprend que sa limite des 3 ans n'était pas une coquetterie. Elle était un instinct, parce qu'on ne tient pas indéfiniment sous un plafond de crise, surtout quand le pays, à l'intérieur, s'impatiente, et que l'opposition transforme chaque concession en capitulation. 2021 arrive avec son image presque apocalyptique, Kaboul. L'Afghanistan s'effondre à une vitesse que même les pessimistes n'osaient pas annoncer. Les scènes d'aéroports, les foules, les avions, l'impression d'une fin du monde en accéléré. Le Drian se retrouve au centre d'un autre compte à rebours, évacué, sauvé, organisé, sans spectacle et sans erreur. Chaque heure coûte des vies, chaque décision est un pari. Il sait ce qu'on dira s'il échoue, impuissance. Et s'il réussit, c'était le minimum. Voilà le cynisme moderne. Il réussit autant qu'on peut réussir dans un effondrement, des ressortissants sont évacués, des Afghans menacés aussi. Mais l'image demeure, l'Occident qui recule. Et ses concurrents, eux, n'ont besoin que d'une seule image pour réécrire toute une politique. Ils sentent alors que le centre de gravité se déplace. Ce n'est plus seulement une question d'intérêt, c'est une question de crédibilité. Quelques mois plus tard, un autre choc frappe, mais sur un terrain où il se croyait solide, la crise des sous-marins avec l'Australie. Dans l'annonce brutale d'un partenariat qui écarte la France, le Drian parle de coup dans le dos. La formule est rare dans sa bouche et précisément pour cela, elle frappe, mais elle révèle aussi une fragilité. Même les alliances les plus vitrifiées peuvent se briser sans prévenir. Il découvre, avec une amertume froide, que la loyauté est un mot que chacun traduit à sa manière. Son rival intérieur, ceux qui guettent la moindre erreur, jubilent. Trop émotif, trop vieux monde, pas assez agile. Et pourtant, il tient. Il tient parce qu'il sait que céder à la panique offrirait une victoire gratuite. Il rappelle l'ambassadeur, montre les dents, puis réouvre les canaux. La diplomatie, c'est parfois avaler sa fierté pour sauver l'essentiel, mais chaque fois qu'il avale, quelque chose en lui se durcit. Et quand 2022 éclate avec l'invasion de l'Ukraine par la Russie, le monde bascule dans une autre ère, plus nue, plus brutale. Les cartes qu'il a appris à lire à la défense reviennent le hanter, mais cette fois à l'échelle du continent. Il multiplie les contacts, les positions, les annonces. On parle sanctions, armement, dépendance énergétique, sécurité européenne. Il sait que tout cela va durer plus longtemps qu'un mandat, plus longtemps qu'une carrière. Il sait aussi que, dans l'opinion, l'inflation et la fatigue peuvent dévorer la solidarité, alors le temps devient son ennemi numéro 1. Parce qu'il n'a pas 20 ans de plus pour voir l'histoire lui donner raison. Il a, au mieux, quelques saisons politiques. Dans son camp comme chez ses adversaires, on commence à parler de succession, de remaniement, de nouveau souffle. Le Drian sent le sol se rapprocher de ses pieds, celui de la sortie. 2023. Il quitte le Quai d'Orsay, la scène est toujours la même, quel que soit le ministre. Des formules de gratitude, des sourires, des portes qui se ferment. Mais chez lui, la sortie a une couleur particulière. Ce n'est pas seulement la fin d'un poste, c'est la fin d'une séquence où il aura été, pendant plus d'une décennie, au cœur des décisions les plus dures. Guerre, terrorisme, diplomatie sous pression, crise mondiale. Et, surtout, c'est la fin de sa grande rivalité politique telle qu'il la connaissait. Son concurrent ne peut plus le renverser dans les urnes. Il ne reste qu'une bataille, la plus cruelle, celle du récit. Car aussitôt les bilans s'affrontent. Les uns disent hommes d'État, sérieux, travailleurs, colonne vertébrale de 2 présidences. Les autres disent symbole d'une France qui s'accroche, qui s'enlise au Sahel, qui perd de l'influence, qui se fait doubler. La vérité, elle, refuse les slogans. Elle tient dans des paradoxes. Il a modernisé, mais il a aussi porté des guerres longues. Il a renforcé des outils, mais il a vu l'opinion se retourner. Il a vendu des matériels, mais il a affronté des tempêtes morales. Il revient alors à ce qu'il connaît, la Bretagne comme point d'ancrage, la discrétion comme refuge. Il écrit, il conseille, il reste présent sans être visible. Et c'est là que le dernier twist se prépare, silencieux. Quand un homme quitte le pouvoir, il découvre si son nom a une existence propre ou s'il n'était qu'un titre imprimé sur du papier à en-tête. Les années qui suivent sont celles d'un effacement relatif, mais pas d'une disparition.
On le consulte encore, on l'invite, on cite son expérience. Il observe un monde où les crises ne s'arrêtent jamais, où la guerre revient en Europe, où l'Afrique se recompose, où l'information est un champ de ruines. Et parfois, dans une phrase lâchée à demi-voix, il laisse passer une fatigue qu'il ne montrait jamais avant. La fatigue de ceux qui ont passé trop d'années à regarder les mêmes tragédies, changer seulement de décor. Le 10 avril 2025, la nouvelle tombe. Jean-Yves Le Drian est mort. Le choc n'a pas la violence des disparitions romanesques. Il a la sobriété d'une époque saturée d'alerte. Pourtant, chez ceux qui l'ont vu travailler, une image revient, insistante. Celle d'un homme debout au milieu de dossiers qui sentait la poudre, tenant sa voix calme comme on tient un gouvernail dans une mer mauvaise. Son héritage, lui, ressemble à sa vie. Concret, contesté et impossible à réduire. Un Breton, issu d'un milieu populaire, devenu l'un des visages les plus constants de l'État français. Un ministre de la Défense qui a lancé des opérations éclairs et géré des guerres longues. Un ministre des Affaires étrangères qui a navigué dans un monde où la diplomatie était devenue un sport de combat numérique. Et, derrière tout cela, une obsession qui traverse son parcours comme un fil d'acier. Ne pas laisser la France se faire décider par d'autres. Son concurrent, finalement, n'a jamais été seulement un homme ou un parti, c'était le temps, c'était l'usure, c'était la vitesse du monde moderne qui humilie la lenteur des institutions. Le Drian a lutté contre ça avec ce qu'il avait, le travail, la rigueur, la présence. Il n'a pas tout gagné, personne ne gagne tout dans les affaires du monde. Mais il a tenu plus longtemps que beaucoup ne l'avaient parié. Et, dans l'ombre de cette endurance, il reste une dernière image, presque cinématographique, celle d'un sablier qu'on retourne encore. Même quand on sait que le sable finira par s'épuiser,